Donc, au nom de la Commission des Relations extérieures, j'ai le privilège et le plaisir de vous présenter notre invité Adalberto Dias, architecte de Porto. De notre regard depuis Genève, on admire beaucoup ce lieu privilégié de l'architecture qu'est le Portugal, et plus particulièrement votre ville. En effet, il y a là-bas une cohérence et une filiation unique, soit une transmission du savoir entre les générations. Ainsi, CISA s'est formé avec Tavora et vous-même avez été collaborateur de CISA pendant les années 70, soit au début de votre carrière que vous avez initiée avec votre contemporain Eduardo Souto de Moura. Ce qui nous surprend et suscite notre admiration et envie est cette amitié qui vous lie entre vous, cette grande attention à la pensée de l'autre et aussi ce plaisir de faire des projets ensemble. Véritablement, il y a une attitude et une volonté de s'inscrire dans une certaine continuité, pour reprendre l'un des termes de votre titre de conférence, cela tant du point de vue projectuel que de la pensée. Cela donne un caractère d'intemporalité à vos œuvres, qui sont une synthèse entre usage, forme, contexte, proportion et matière. Il n'y a ainsi jamais de geste gratuit, et toujours, une fois l'œuvre construite, comme une évidence qui s'en dégage et qui est l'objet de votre recherche projectuelle, selon les termes d'un titre d'un livre de Álvaro Siza. Concernant vos projets, je relèverai simplement et brièvement deux préoccupations que vous avez et qui sont complémentaires. La première est une réponse territoriale, alors que la deuxième se situe au niveau de la petite échelle, au centre de laquelle se trouve l'homme. Territorialement, il y a d'abord la topographie particulière de Porto, qui présente plusieurs visages, soit d'un côté une façade atlantique et de l'autre en rapport avec notamment le fleuve, le Douro qui coule en contrebas de la ville. Et depuis longtemps, c'est une tradition à Porto que de franchir, relier, gravir et d'essayer de faire des projets par rapport à ces contraintes topographiques, d'où en fait les ponts de Eiffel, ainsi que celui semblable de Seyrig, mais aussi cet extraordinaire ascenseur urbain au milieu de la ville. Et vous vous inscrivez là-dedans à la suite, avec notamment un projet de funiculaire, et ainsi qu'une station de métro et un pont vraiment qu'on trouve magnifique, parce qu'il exprime bien les efforts structurels, mais que malheureusement, il n'a pas été réalisé. Et concernant la petite échelle, notamment concernant la question du logement, on relève le double visage de vos réalisations, soit depuis l'extérieur une volumétrie très forte, pure et rigoureuse, depuis l'espace public, notamment par exemple dans le projet des Casas Brancas, et qui contraste avec le côté intérieur très ouvert, avec des grandes baies vitrées qui s'ouvrent sur le paysage, comme par exemple pour une maison à Ilhavo. Et en guise de conclusion, il nous est revenu à votre propos une phrase de Paul Valéry qui semble bien vous convenir, qui disait « J'étais atteint du mal aigu de la précision ». Donc merci pour votre présence et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour, je voulais bien sûr remercier ces intéressantes paroles de François, et je pense qu'il pourrait faire la conférence pour moi, parce que presque il a tout dit, mais il manque seulement les images. Et j'ai sélectionné 4 travaux. De certaine façon qui représentent les travaux plus importants, ou que je pense que sont plus importantes pour moi dans ces 30 ans de profession. Mais en passant, avant de commencer, je voulais montrer les projets que j'ai faits au début de ma carrière, dans les années
90, ici on dit 80. 80. 90. Ce sont des petits travaux. Le descente d'un petit jardin. Et le problème, c'était de résoudre une pente très agressive tout près d'un moulin à l'eau. Et j'ai fait un projet qui a été tout à fait modifié pendant la construction parce que j'ai trouvé une ligne d'eau. Quand on a commencé à bâtir et à résoudre et géométriser la pente avec 3 murs, on a découvert une ligne d'eau et la ligne, il y a aussi une petite rocher et on a changé tout à fait le projet. Et l'eau et le rocher se sont constitués le motif du projet. Alors, j'ai dessiné un petit jardin avec l'eau qui tombait et qui a traversé le rocher. J'ai trouvé un ouvrier très, très expert dans le travail de la pierre qui a coupé la pierre pour permettre que l'eau fait le passage d'un côté par l'autre côté. Et après, un descend d'une petite banque. É banco que se diz. Oh Pedro, é banco. Ben, une petite banque. Bon, le deuxième, ça ce sont tous les travaux qui Frampton a classifiés dans notre période de l'architecture portugaise comme le régionalisme critique, de certaine façon en opposition à la courant du postmodernisme qui commençait à se discuter chez nous. Bon, et il manque ici peut-être l'œuvre le plus postmoderniste, et c'est bien parce qu'elle est tout à fait différente de celle-là. Je ne sais pas quel est le problème. Bon, la deuxième, c'est une récupération d'une maison de la province. Il y avait une ruine et j'ai réinterprété de certaine façon les principes de notre architecture vernaculaire. Il n'y a pas ici aucun geste de modernité au-delà d'une descente très, très délicate des fenêtres. Une autre, c'est une maison dans une petite ville au sud de Porto, une ville près de la mer, un projet très simple et très petit, une salle, une garage et 2 chambres. Alors, c'est un cube qui a un petit jardin à l'intérieur. Aussi, un ensemble d'habitations au milieu d'une pépinette qui était très intéressante. Ce sont où j'ai joué avec le thème de la relation avec la pinède, la verticalité que j'ai utilisé dans les fenêtres. C'était le thème de la verticalité de la pinède. Et aussi le thème de l'horizontalité pour remplir et pour assembler toutes les différentes habitations qui sont deux à chaque module et superposées. Et il y a un autre travaux, un autre édifice d'habitation dans un milieu urbain. J'ai utilisé ici la double façade, une façade en deux différents plans. La façade réelle et quand même constructive se trouve dans le deuxième plan et résout tout le problème de la variété du programme. Et une autre, c'était très difficile, et une autre, une espèce de peau, mais qui a une valeur architectonique et qui a une particularité parce qu'elle est tout à fait verticale dans ce coin et elle s'incline vers la rue dans l'angle. Alors, bon, comment é que se diz vela? Vela?
une voile. C'est comme une voile qui tombe dans l'angle. Bon, ce sont tous ces travaux que j'ai faits dans 10 ans. À la fin des années 80, j'ai eu la chance, moi et d'autres architectes, d'être invité pour l'université d'Aveiro pour réaliser quelques édifices. L'université d'Aveiro, ce n'est pas une université classique, elle a été créée par décret après la Révolution, et l'université a invité la faculté d'architecture pour faire le dessin de son campus. Et le dessin, il y avait une idée forte, c'était de faire une liaison spatiale et conceptuelle entre la Terre, le territoire et la lagune. Et cet axe était limité, formé par des édifices qui avaient presque toute la même taille, la même hauteur, la même dimension, avec 2 ou 3 exceptions, celles qui pouvaient faire la liaison avec les alentours. Et c'était une règle très, très rigide. Et avec aussi une autre obligation, c'était de construire un brick, parce que la matière qui fait le brick, c'est bien sûr la matière de la région. Bon, j'ai eu la chance, j'avais 30 ans, 32 ans, 33 ans, jeune architecte, et l'université m'a invité pour faire le complexe des résidences d'étudiants, 500 résidences d'étudiants ici. Après, m'a invité quelques ans plus tard pour faire un autre complexe de résidences. Et c'est intéressant de voir comme elle se trouve à la marge du campus universitaire. Ces 2 projets, ça c'est le premier qui se trouve ici, qui avait ici déjà une forte relation avec les bâtiments existants, un grand monastère qui a suggéré une transformation dans l'angle de l'édifice pour mieux se relationner. L'autre qui se localise ici, c'était aussi très important. Il y a ce thème de l'interruption comme cette idée de relationner la lagune et le territoire. Cette interruption, c'était aussi pour faire cette relation entre la lagune qui existe ici et la terre qui existe ici. Bon, ce sont 2 projets obsessifs, parce que il y avait le thème de la répétition. Quand on parle de 500 résidences, 250 résidences, il y avait ici un problème de la répétition. Comment on fait presque 800 fenêtres tout à fait avec la même taille. Comment on peut dessiner 800 portes, 800 chambres, etc. Cela veut dire qu'il y avait le risque d'erreur du projet. S'il y avait une erreur, l'erreur se multipliait par 800 et ça, c'était une chose très, très dramatique. Alors, on a fait ce projet jusqu'à l'obsession du rigueur, de l'optimisation, etc. Et on a tout dessiné. Bon, et on a fait aussi autres qui, malheureusement, ne sont pas bâtis, un petit club pour les professeurs et étudiants qui se situait aussi sur la lagune, et un autre, celui-ci a été le résultat d'un concours
À la fin, l'université faisait des concours publics que j'ai gagné, mais je n'ai pas bâti. C'était la faculté de santé et de médecine. Bon, de tout ça, je vous parle de la faculté de mécanique que j'ai fait dans le milieu du campus et pas à la marge, et qui avait cette règle très rigide de résoudre tout à une forme très rigide. Excusez-moi, l'idée, c'était une idée très simple, faire le parallèle qui était une obligation et proposer un petit volume au sud, isolé, qui c'est le bar, parce que c'était le point le plus important pour nous, c'est de créer un espace de rencontre, de sociabilité entre les professeurs et les élèves, et nous avons pensé de le faire au dehors, mais près de la porte d'entrée. Si les résidences étaient un projet d'obsession, ça devenait un projet de contraire, parce qu'on avait une grande fluctuation entre surfaces, grandes surfaces pour les laboratoires et de moyennes surfaces pour les classes et même de petites surfaces pour les salles de professeurs. Alors, on avait cette difficulté de jouer avec cette échelle du programme. Et avec cette opposition, on a dessiné un édifice d'opposition. Une façade aveugle vers le sud et une façade vitrée vers le nord. Une, c'est l'opposition et le réflexe de l'autre, et inversé. Même dans le point de vue de la matière, la porte du bar à la nuit, elle soulève cette différence d'opposition parce que dans toute cette matérialité, la porte, elle est comme suspendue et montre la lumière qui vient du bar. Et cette opposition de surface et de programme nous a aussi permis de créer une autre typologie contre la typologie qui était la sous-gestion du campus ou du plan de masse du campus, c'était de résoudre tout le programme dans un couloir, typologie de couloir central, qu'ici ce n'était pas possible à cause des grands laboratoires. Alors, on a bien sûr, et naturellement, je pense, dessiner tous les systèmes d'accès penchés dans la façade sud et créer un espace de triple hauteur. C'était une nef, dit-on, une nef qui s'y oppose contre l'explosion d'espace dans la façade nord. La façade sud, tout aveugle, avec une loggia qui s'est, comment on dit, remate, comment c'est remate? La finition de la composition de l'édifice. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, le cercle réflexe, toute la façade vitrée, et avec un embasement, c'est comme on dit, le commencement de la composition d'un édifice. Et bien sûr, ça c'est une porte de sécurité. Ce sont ces choses qu'on doit toujours résoudre, mais bien sûr que c'était plus intéressant. Éliminer cette porte, mais quand même, elle me marche bien parce qu'il y a ici une composition et ici le volume du bar. Bon, nous avons eu un autre problème ici avec ce projet et aussi avec l'utilisation du brick. Nous avons fait, dans les autres projets,
nous avons utilisé dans les autres projets le brique le plus artisanaux possible, le plus irrégulier. C'était important, ce brique, dans les autres projets pour introduire une vibration dans la composition des façades à cause de la répétition. Ici, on a pensé que dans cette longueur de façade, avec cette proposition, on avait besoin d'une composition plus forte et qui nous permettrait aussi de jouer avec la lumière. Alors, on a trouvé une petite usine qui nous a fait des briques avec 2 dimensions pour permettre cet mouvement et cet décalage et offrir cette vibration. Et contre utilisant le même brique, la surface pure dans la nef intérieure. Ici, ce sont l'ambiance, les différents espaces, les espaces de rencontre et sociabilité dans l'édifice, les salles d'études. On a dessiné ici toute la fourniture, la salle d'al et la salle d'al en amphithéâtre. On a eu la possibilité de faire tout ça. Bon, ça c'est un projet de grande échelle, à l'échelle du territoire. On a fait seulement une petite partie, que c'était le petit funiculaire. Mais le projet était un grand projet et le résultat d'un concours que nous avons gagné pour requalifier toute cette pente qui était déjà très dégradée et dessiner un pont. Un pont parce que à ce temps-là, on était à construire tout le système de métro à la ville et le métro, pour passer à l'autre ville, il devrait utiliser le tablier supérieur du pont. Ça, ce n'est pas d'Eiffel, c'est de Cyril. Et alors, on avait besoin de faire ce pont. Cela veut dire que, à construire ce pont, on avait besoin de dessiner une nouvelle façade de ville. Parce que l'entrée sud de la ville, elle irait se déplacer vers est pour sa nouvelle proposition. On a créé ici une stratégie basée sur 3 ou 4 éléments très importants. La construction d'un jardin au milieu de la pente pour être l'élément plus horizontal de liaison de toute cette fragmentation qui est naturelle ici dans cette pente et peut-être dans toutes les rives de Porto et de la ville, bien sûr. On a créé un système de liaison entre les côtes hautes de la ville plus consolidée et la côte du fleuve plus organique et naturelle. Beaucoup de liaisons pour permettre cette surposition. Et aussi, on a proposé de petits bâtiments qui avaient le signal de résoudre, et remplir et clarifier et fermer, si on peut dire, les petites parties de la pente qui étaient beaucoup bâties. Bon,
on a perdu beaucoup de temps avec le dessin du pont, naturellement, mais on n'a pas dessiné un pont. Ce que nous avons fait, c'est dessiner une rue qui a traversé le fleuve et qui avait la même taille de la rue qui existait. Bon, et qui fait une petite courbe pour trouver le site, le meilleur site dans notre rive. Et nous avons ici une autre réalité. Un rive, une pente très construite sur le point de vue de l'architecture, transformée par l'homme, etc. Et une autre tout à fait naturelle, sans aucune construction. Alors, il y avait ici un conflit, une tension entre les deux rives dans cette partie. Et il nous semblait que c'était important, par un côté, soulever cette asymétrie qui existait dans les deux parties du territoire. Et un pont, c'est une chose qui fait une liaison, bien sûr. Alors, on voulait, digamos, soulever, comme je disais, cette différence de masse qui existait et soulever aussi cette asymétrie. Et nous avons proposé un seul pilier qui avait cette image de Sultan, comment est-ce Sultan, de laisser libre l'amarration et la rencontre avec une rive, laisser peut-être construire un peu plus dans l'autre rive qui manquait de construction, alors, et quand même aussi maintenir cette idée d'équilibre. Dans une rive, pas de construction du pont, dans une autre rive, une grande masse sur le pilier et la rencontre du pont. Bon. Mais ça, on a fait ça parce que le territoire nous a aidés. Et une autre chose très importante, c'était de faire un pont sans retirer la pureté, l'intelligibilité des deux historiques existences. Celle-ci et celle-là, qui sont, dans ce moment, ce sont des monuments nationaux. Et on a profité la courbe du fleuve et la forme des pentes, et on a trouvé qu'il y avait un pont, un point où nous avons la possibilité de mettre le pilier principal du pont sans aidant naturellement à résoudre constructivement tout le système constructif et sans introduire aucune interférence avec les angles de vision qu'on a du pont, soit du côté est, soit du côté l'est. Alors, on avait ici la vision totale du pont, sans interférence avec du nouveau pont, sans interférence avec les historiques. Et on avait ici l'angle de vision des points historiques sans interférence du nouvel pont. Bon. Chez nous, il y a malheureusement encore l'idée qu'il y a de l'architecture qui sont faites pour architectes et qu'il y a de la structure qui doit être faite par des ingénieurs. Et on a créé, la discipline de l'ingénierie a créé une affaire, un conflit, et à la fin, ils ont construit un autre pont tout à fait différent, bien sûr,
et sans ces préoccupations sur la qualité du endroit, sur l'espace, les valeurs de la paysage, de la ville, etc. Bon, de tout ça, de tout ce travail, nous a resté la possibilité de faire une petite partie. C'était la construction du funiculaire qui faisait la liaison entre les deux côtes, la côte consolidée de la partie haute et celle du fleuve. Et on a, bien sûr, au-delà de faire le propre système du funiculaire, on a eu la possibilité de dessiner tout l'espace extérieur qui était très important. Hein. C'est un peu ce geste qu'on a proposé aussi pour la peinture et on a eu aussi la possibilité de redessiner, ça se trouve tout bâti, de tout l'espace public qu'on a redessiné de nouveau à propos de Porto, capitale de la culture. Alors, cette opération et cette opération ont été payées par la capitale de culture, mais à la fin de tout ce projet de reclarification de la peinture. Bon, je ne savais pas faire un funiculaire, nous n'avons pas la tradition. Nous avons un territoire aussi riche et avec une orographie forte, mais on n'a pas la tradition, nous sommes pauvres, peut-être, je ne sais pas. Et quand ils m'ont donné la possibilité de faire ce projet, j'ai passé une semaine ici en Suisse et j'ai visité, j'avais une agenda de visiter 2 ou 3 par jour pour comprendre la spécificité du système, pour comprendre la forme comme vous avez résolu les points d'anchorage et de relation avec les autres systèmes, etc. Bon. Et ce que j'ai fait, et c'est une chose peut-être que chaque architecte irait faire aussi, c'est dessiner le trajet entre les deux éléments plus forts et intouchables, si on peut dire, le petit quartier qui existait déjà et le mur, et le rocher qui supporte le mur ancien de la ville, avec une seule voie et un croisement central. Cela veut dire que ce parcours, c'est tout à fait le même qu'il fait. Et avec la particularité du terrain, une partie tout à fait souterraine pour permettre que la ville peut fonctionner le librement, parce qu'un funiculaire, comme vous savez mieux que moi, c'est un système de liaison. Il est aussi un système de séparation. Alors, ici, on le voulait dissimuler pour ne pas couper les valeurs et le fonctionnement de la ville en eau. Bon, et on a fait ici une coupe qui, avec le système de ventilation, a devenu un sympa hommage à la bouteille originale du vin du Porto. Nous sommes ici dans le dos. Une autre partie, c'est la partie centrale qui s'est appuyée directement dans le sol, et une partie naturellement qui est un viaduc élevé pour résoudre le problème de la continuité mécanique du système. Bon, la station amont, c'est la station de traction, la station à aval, c'est la station de contrebalance de tout le système. Bon, comme se voit ici très bien, il y avait juste une ligne
pour dessiner la voie, juste un espace pour implanter et dessiner la station aval, et notre liberté, bien sûr, à la ville, à Côte-Haute. Mais quand même, on n'a pas eu aucun geste de protagonisme, parce que la chose la plus importante, c'était la tour qui existait. Et le plus humble possible, faire la correspondance avec les autres systèmes. C'est une image de la crypte de la station Hameau, qui a c'est toujours très difficile de faire ces espaces souterrains, mais, parce qu'il manque la lumière, bien sûr, mais on a dessiné, dit-on, deux lucernaires, une qui est constituée par l'ascenseur, la caisse de l'ascenseur, et l'autre, la caisse des escaliers, qui sont éléments très forts de lumière et qui résoudent presque le problème de la lumière dans le quai intérieur. Et le toit a une particularité, c'est une surface conoide, je ne sais pas, non, c'est une surface courbe dans ce moment, et ici c'est tout à fait, c'est nivelé. Alors ça c'est en portugais, c'est une surface conoidale, conoide. Bon, c'était important aussi faire une transition entre la courbe du tunnel et le niveau et la surface nivelée. Bon, des images. La voie qui se dirige directement pour la porte du pont. Et on a découvert pendant le chantier que cette voie, elle s'y a constituée aussi comme une ligne d'eau. Un jour, une semaine, ou peut-être un peu plus, la pluie était si forte qu'elle irait pour la pente et tombait directement dans la station aval. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une centaine de petites digues qui ont le rôle de couper la vélocité de l'eau. Alors quand il pleut beaucoup, l'eau, elle marche ici avec la même vélocité et tombe en cascade naturellement dans la station et d'une forme tout à fait contrôlée. Ce sont des particularités qui peuvent intéresser ou non, mais il y a cette verre, c'est un élément peut-être différent dans toute la composition, mais c'est important parce que la cabine, s'il y a besoin de sortir, elle doit sortir pour cette glace qui se doit de deslocar. Mouver, que se doit mouver, oui, c'est ça. Bon, à la fin, c'est un projet très simple. Nous avons ici le rocher avec un mur. Ce mur a, il aussi, un parcours qui finit dans un tour. Et à la base du rocher, on a fait un autre parcours. Des parcours, au parcours de l'eau, au parcours mécanique, système, qui trime et qui finit aussi dans un petit tour.
Bon, ça c'était un édifice, c'est l'image du affiche de cette conférence, et que de certaine façon c'est la synthèse du projet, cette image. La condition du plan de masse qui existait pour cette zone, c'était de faire dans ce lot une petite tour comme celle-là, mais dans une forme pentagonale, que c'était la forme du lot. Bon, on a naturellement commencé à développer cette suggestion du plan de masse, mais on a réalisé tout de suite qu'il nous manquait de propositions parce que la tour, il était un peu plus fort, un peu plus bas, alors c'était une chose très dure, très disproportionnée. Alors on a dit non, ça on ne peut pas jamais faire. La deuxième tentative, c'était de reprendre cette dimension, cette typologie, et de la répéter ici, mais il nous manquait la dimension de l'autre, et comme il était aussi un peu plus bas, il était aussi dur. Alors on a pensé, si on coupe cette typologie en deux, on pourrait résoudre tous les problèmes. Un problème de faire une relation avec la règle qui existait dans ce côté du plan de masse, et l'autre partie qui a souffert un mécanisme de rotation pourrait suggérer cette rotation. Cela veut dire que l'édifice se constituait comme la charnière et la rotation de ce plan de masse. Et on a suivi cette idée. Dans le point, ça c'est comme un livre ouvert. Hein. On ouvre un livre et la charnière, le point, dans le point de rencontre de toutes ces deux pages, on a naturellement dessiné le système d'accès et aussi la porte d'entrée. C'est le point de tension du bâtiment. Alors, et tout commence à être un peu plus facile, un peu plus naturel. Si on coupe l'édifice en deux, avec ce problème de rotation, avec ce mécanisme de rotation, alors la galerie s'est créé une galerie avec toute cette naturalité. Et et dans tous ces parcours de développement du projet, on a fait beaucoup de modèles. Et comme vous savez, quand on fait un modèle, on réduit pour le modèle les choses essentielles et plus importantes du projet. Alors on a commencé à dire, mais si dans un projet, si d'une maquette, d'un modèle, on réduit à la essentialité, pourquoi ne pas faire le projet avec cette essentialité? Alors, la forme architectonique a devenu la forme structurale. Le matériel architectonique a devenu le matériel structural. Le processus, c'est comme le pont. La forme détermine la structure et la structure détermine la forme. Bon. Dans cette géométrie essentielle, pure, qui est constructive, comme je disais, on a bien sûr c'est un module qui se transforme aussi dans le module typologique parce que chaque module ou se dessine en deux chambres ou dans une salle. Alors, on fait toujours la combinaison de chambres, une salle, deux chambres, etc. Et dans cette géométrie,
on a pensé de mettre des arbres avec une couronne achevée, on dit achevée? Despenteada. Hein? Une couronne irrégulière, la couronne de l'arbre très irrégulière, parce que c'était important pour maintenir cette opposition entre la géométrie et ces cheveux d'arbre. Bon, ici, dans le point de tension, on a dessiné une banque, une banque, un porte-à-faux, profitant de toute cette ombre des arbres existants. C'était les deux arbres qui existaient ici. Bon, on a eu beaucoup de problèmes dans la construction naturellement, mais qui ont été... Ce bâtiment a été bâti sans l'escalier. Alors, on a bâti toutes les deux volumes, et à la fin, on a bâti l'escalier pour éviter, et ça a devenu un problème dans tout le chantier, bien sûr, sans un système d'escalier. Et on a fait ça pour maintenir la possibilité de faire une continuité parfaite entre les côtés d'une partie et l'autre côté. Cela veut dire, ça c'était la chose qui pourrait, en cas de nécessité, on pourrait ajuster. Et à la fin, tout est bien, mais pas parce que cette ligne horizontale, ce balcon qui devient escalier et qui devient un autre balcon escalier pour maintenir la continuité. Ce mouvement, c'était très difficile de maintenir dans toute la construction. Bon, il y avait aussi d'autres problèmes à construire un béton sans finissement. Il y avait toujours le problème de comme faire la liaison avec les autres matériaux, parce qu'on parle bien sûr d'un espace domestique avec une relation très proche avec les finissements, avec le même matériel. Bon, alors on a respecté toujours la valeur de la forme principale et la structure et l'architecture et l'autre valeur avec les autres matériaux, toujours développant des lignes de séparation et des lignes d'union. Bon, c'est un petit projet qui est en train de finir. Chez nous, dès que nous commençons à faire un projet, à signer un contrat, jusqu'à la fin, la moyenne, c'est 7-8 ans. C'est une chose incroyable. Bon, alors, il faut avoir beaucoup d'oxygène pour maintenir ce temps. Bon, mais ça, c'est un avantage aussi parce que on nous permet aussi de réfléchir beaucoup sur les idées, sur les projets. On a le temps quand même de redirectionner le projet si on a besoin, etc. C'est l'unique avantage. Bon, ici c'est une extension d'une école portugaise des années après la Révolution. Après la Révolution, comme vous imaginez, on a fait beaucoup de choses. On a construit des centaines, milliers des écoles dans tout le pays. C'était le même projet, ce projet-là. Bon. C'est toute la même typologie.
à l'intérieur d'un grand espace. Bon, aujourd'hui, la responsabilité de ces écoles sont les mairies. Le président de la mairie m'a invité pour faire cette extension. Et dans la première visite, cette image c'est la première visite, on a fait le parcours tout au long de l'école, c'était très long, et il m'a dit à la fin, vous choisissez le site pour cette extension. On peut le faire ici, parce qu'ici c'est intéressant quand même sur le point de vue de la typologie des écoles, maintenir cette continuité, cet axe. On pourrait le faire quand même là, parce qu'on avait deux places libres ici, deux places libres ici. Et j'ai dit non, Monsieur le Président, je vais faire en intérieur du jardin. C'était l'unique chose avec qualité qui restait dans toute cette aridité ici. Et il a dit, mais vous allez détruire mon petit jardin, le petit jardin. Et non, je vais essayer de le faire au milieu du jardin. Et de cette façon, à la fin, vous allez voir une école et un jardin bâtis tout en même temps. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi et joué avec des mouvements. Et l'école était aussi quand même très petit. Si c'était un programme un peu plus fort, c'était impossible, bien sûr. Mais quand même, j'ai réussi de construire tout ce qu'il voulait et la nécessité du programme dans le milieu du jardin. Et j'ai à la fin sacrifié 2 ou 3 arbres qui existaient ici dans ce point. Alors, et toute la forme, tout le programme, c'était un jeu de, ici à un arbre, on va faire un déplacement là, ici à un autre, on fait un déplacement là. On a joué tout ça pour réussir à cette solution. C'est une chose. On a aussi profité de la différence de niveau qui existait entre le plateau d'entrée de l'école ancienne avec le plateau du jardin. C'était une hauteur de différence. Et alors, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Un édifice pont. Je n'ai pas obsession pour les ponts. Je voulais clarifier ça, mais ça, c'est une chose qui nous a semblé très, très naturelle. Et maintenir l'idée d'accès dans une plateforme consolidée. Alors, il y a des élèves qui entrent par là, il y a des élèves qui entrent à la même côte par là. Alors, un édifice, un pont, qui s'y soutient dans un autre édifice, les salles ici, les services ici, et qui, en même temps, fait la cour couverte, qui était autre chose obligatoire. Alors, au-delà de faire une cour extérieure couverte, j'ai profité de l'édifice pont pour faire la cour couverte. Bon, ici, c'est la cour. Une salle sont 5 salles, plus la partie administrative et l'autre volume au rez-de-chaussée qui a une cuisine, une grande cuisine, une grande salle, parce que c'est cette nouvelle cuisine qui va se servir tout le complexe qui existait. Alors, de certaine façon, ces services sont un peu surdimensionnés, dans mon avis. Et on a ici utilisé une chose que c'est toujours très importante dans les classes, dans les salles de classe, c'est la lumière. Et on avait ici la forte lumière du sud qu'on a naturellement contrôlée par un bris soleil, mais on a voulu équilibrer cette lumière et on a fait une petite lucernaire nord, profitant à une dimension du couloir
qui devient un peu plus dynamique dans le projet, mais qui permet aussi de maintenir deux éléments de lumière forts du côté opposé. Bon, ce sont des images de 2 mois. Elles n'étaient pas encore en fonctionnement parce qu'il manque une peinture, etc., une liaison de l'électricité, etc. Mais on voit ici les arbres qui existaient. Il y a un arbre de feuilles caduques et de feuilles permanentes. C'était très intéressant de jouer avec cette variation aussi du volume d'organisation. Et important aussi cette continuité, cette liaison entre les différentes cours qui existaient, la cour nouvelle ouverte, la cour nouvelle ouverte, existante ouverte, maintenir cette continuité aussi de l'espace qui nous semblait très important. La façade nord, où se trouvent tous les systèmes qui soutiennent l'édifice. Bon, l'escalier est elle aussi un système de support, les 2 piliers qui font toute ça c'est comment on dit, un paroi trave, comment se dit? Poutre, ça c'est bien sûr c'est une grande poutre. Et cette même façade nord qui se dessine un respect de cet arbre qui sont jeunes, mais ça c'était janvier quand j'ai pris cette photo. Déjà sont sûrement toute la feuille toute ouverte, alors c'était important de maintenir. Et même dans l'hiver, ce jeu d'ombre, était aussi très important. Bon, et la dernière salle qui existe un porte-à-faux aussi, comme un geste que je voulais continuer si j'avais la possibilité, mais les arbres n'ont pas laissé le geste de continuité de ce porte-à-faux. Bon, à la fin, un peu plus de patience, je prends seulement 5 minutes. C'est notre dernier projet. Il n'est pas encore fini. Nous sommes dans le projet exécutif. C'est un projet par la cathédrale de Lisbonne. J'ai été invité par le patriarcat pour intervenir dans cet édifice que Lisbonne dit que c'est l'église de la fondation de Portugal, parce que c'est l'église qui a été qui notre premier roi a commencé à construire pour célébrer l'expulsion des Arabes dans notre territoire. Alors, ils disent, bien sûr que nous avons des églises plus anciennes que celle-ci, mais ils disent que c'est l'église de la fondation. Bon, et c'est un projet très difficile parce qu'il y a cette charge symbolique, culturelle, nationale, etc. C'est un projet difficile aussi parce que aujourd'hui, l'Église, c'est pas l'Église originelle, parce qu'elle a toujours été détruite par les schismes à Lisbonne. Lisbonne, elle se trouve dans une zone de schisme, et de 251, il y a toujours un schisme. Alors, cette église a été toujours bâtie, toujours démolie, toujours reconstruite. Bon, c'est un drame.
Cela veut dire que ce que je vais faire ici va être détruit dans quelques années. Bon, c'est le drame. Bon, ici, ce sont des images de la dernière destruction, une image d'une partie après la reconstruction, et même, elle a été aussi sacrifiée par des architectes. Hein. Ici, un architecte italien qui pourrait être portugais, français, anglais, mais était italien, qui a voulu, dans le début du siècle passé, corriger cet mélange de style, cet mélange d'architecture, de spécialité, que quand même, c'est très fort. Mais elle a voulu corriger. Ça veut dire il voulait démolir et reconstruire. Parce qu'il a dit non, ça doit être un système pur. Il défendait beaucoup les théories de Viollet-le-Duc. Bon. Et malheureusement, il a fait quelque chose. Et un autre architecte, tout de suite, a corrigé de nouveau ce qu'il y a fait. Alors, vous voyez que cette église, et j'ai le drame de où à en intervenir déjà. Peut-être notre architecte va corriger la mienne intervention. Bon, l'objectif et le contrat que j'ai, c'est seulement d'intervenir dans le cloître. L'église, quand même, c'est tout à fait consolidé. Le cloître, qui après le dernier sisme a été tout à fait occupé avec des constructions. Ils ont bâti plusieurs étages sur le cloître original qui avait seulement un niveau. Alors, on a 1, 2, 3 et aussi des mansardes ici. On a ce architecte, Fuschini, lui a lancé une campagne de destruction de tous ces bâtiments et qui a fait du bien sûr. Mais il a fait ça pour intervenir de nouveau, dessiner un nouveau cloître avec un autre style à tous ces espaces. Bon. Mais l'Église vraiment n'a pas eu de chance dans toute sa vie. Il y a 20 ans, un effacement provoqué par la pluie a montré quelques traces archéologiques dans son cloître, dans son jardin, et tout de suite, le ministère de la Culture, qui a la responsabilité de ce monument, a commencé dans une grande campagne d'archéologie pendant 20 ans, et ont découvert, naturellement, quand on fait une campagne d'excavation, on trouve toujours quelque chose. Hein. Bon, ils ont trouvé des traces de l'âge du fer, de l'occupation romaine, de l'occupation arabe, de la médiévale, etc., etc. Ils ont découvert tous les différents niveaux d'occupation qui existaient. Bon. Ça, c'est si vous visitez aujourd'hui le cloître, c'est cette image qu'on a avec une couverture de chantier. Alors, le modèle, ouais, il manque bien sûr cette couverture de chantier. Bon, ce qu'on m'a demandé, 3 choses, très simples et très difficiles. Une, la récupération du cloître.
Deuxième, la muséalisation des ruines. Troisième, la construction d'un petit musée pour montrer les traces et tous les actifs qui ont été découverts dans la campagne archéologique. Ce sont des choses très faciles, mais très difficiles. Le premier geste, récupérer les claustres. Avec ce que nous avons pensé, naturellement, faire une nouvelle couverture à la ruine qui aujourd'hui se trouve là, mais à la côte du jardin originel. Alors, on a, avec ce geste, résolu deux problèmes existants, la couverture des ruines et la reconstitution, la reposition du jardin. Le deuxième, la construction sur la partie du cloître qui n'a pas été jamais reconstruite dans le dernier sisme, la partie sud. Alors, dit-on, sans problème de mémoire, sans problème de construction, sans problème du patrimoine, etc. Construire une crypte, une deuxième crypte, en deux niveaux. Le premier niveau, récession à visite aux ruines, et le deuxième pour le musée, pour tous ces achats archéologiques. Bon. Ici, on va un peu dans une maquette qu'on a fait d'études pour comprendre cette stratégie d'intervention. Bon, le problème, c'était comment y arriver. Comment arriver en bas. Et ça, c'était le problème le plus difficile. Comment on doit faire un système d'escalier dans toute cette ambiance. Et qu'est-ce que nous avons de développer pardon, on a après plusieurs tentatives, on a bien sûr conclu qu'on n'avait pas la possibilité de mettre dans le cloître. Ça, c'était un crime. Alors, la chose plus importante est, alors on avait seulement la possibilité de le mettre ici, dans le jardin, ou de le mettre dans le cloître sud, dans la ruine du cloître sud. Bon, ces solutions avaient un problème, c'est que le parcours du cloître serait fermé, avec un volume très, très étrange quand même. Alors, cette hypothèse n'a pas été possible et on a naturellement commencé à trouver le point possible, le meilleur site, le meilleur endroit pour mettre un escalier. Bon, à la fin, nous sommes décidés ici pour une forte raison. C'est que le cloître a une forme trapézoidale. Cela veut dire que quand ce petit templeto, il fait une recomposition de l'espace du cloître. Et aussi parce que c'était le point plus efficace pour résoudre tous les systèmes de mouvement et de résolution du programme. Alors, on a fait une petite tour avec une forme d'ellipse, ça c'est une ellipse. Et au commencement, on a pensé faire ça tout en verre. Dans ce moment, nous avons déjà abandonné cette idée. On va faire fermer, mais avec un matériel qui peut réfléchir quelques images de l'espace et du cloître. Como é que se diz espelhar?
un matériel avec la capacité de spéculaire, dit-on, on peut dire, de réflexion. Oui, oui, c'est ça. Bon, et il y a une partie inverse entre cette idée de lévitation. Je pense que c'est important. C'est une chose qui appartient et ne pas appartient. Bon, là, ce sont les deux niveaux, le niveau d'accès et de parcours et les ruines, et le niveau en bas à la côte aussi d'une partie de la ruine avec une sortie. Ça veut dire on peut sortir ou on peut monter de nouveau. Merci de votre patience.